Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Vous commencez par cette phrase, enfin par ces mots, ma religion c'est l'islam. Ma langue c'est l'arabe. C'est ça, l'essor des mouvements nationalistes, il est d'abord religieux. Oui, il a toujours c'est été... tout à la fois. La religion a toujours été présente, y compris... Parce qu'elle règle la vie de tous les jours. Oui, elle est là, et puis elle fait partie de cette nationalité vivace dont on parlait. C'est l'identité profonde dans ce pays, dans ce cas comme en d'autres. Hein. Effectivement. Il y a le projet, on est obligé d'avancer un petit peu, mais il faut lire le livre « Histoire de l'Algérie » que vous avez écrit, qui est remarquable, justement, pour avoir tous les détails. On a l'échec du projet Blum-Violette sur la mentalité coloniale française, c'est important. Oui, là on est au temps du Front populaire avec les années 30. Violette, qui avait été un gouverneur qui avait déjà compris beaucoup de choses sur l'évolution nécessaire de l'Algérie. Et donc avec l'idée d'augmenter, de faire en sorte, par exemple, que des commerçants musulmans algériens ayant patente et commençant à rentrer dans le système économique et y trouver leur place, pouvaient quand même être faits citoyens français, plus des anciens combattants, plus... Donc il y a l'idée que l'élite algérienne qui commençait à exister, à se construire, en général bilingue, commençait à être diplômée, pouvait être tout à fait logiquement devenir citoyen français, donc voter, etc. Mais là, en particulier dans les petites villes, ou a fortiori dans des villages algériens uniquement tenus par des municipalités faites de Français d'Algérie et donc représentant les intérêts des colons, voyaient arriver quelque chose d'épouvantable, c'est-à-dire des citoyens musulmans devenant français qui leur auraient fait perdre ou menaçaient leur pouvoir politique. Ouais, c'est ça. Donc la peur de perdre ce pouvoir politique par rapport à des gens, alors on retrouve dans la presse de l'époque, par exemple, ou encore, pourtant nous sommes dans les années 1930, où il est dit textuellement, comment est-ce qu'on peut accorder des droits de citoyens à des gens qui sont au début de la civilisation. Donc, on retrouve le mot civilisation. Nous, on est civilisés, oui, là, eux, ils sont au début, quoi. Donc, on peut encore attendre 50 ans ou 2 ou 3 siècles avant d'arriver jusque-là. Et c'est vrai, c'est très étonnant, mais c'est arrivé aussi dans d'autres circonstances historiques, pour ces hommes politiques issus de ces Français d'Algérie, de pas voir que les choses commençaient à évoluer, à changer, de ne pas comprendre qu'il y avait quelque chose peut-être de possible à ce moment-là. Je ne suis pas très adepte de la fameuse expression « les occasions manquées ». Ouais. Je pense qu'en situation coloniale, les occasions manquées, je ne sais pas trop ce que c'est, sauf peut-être à l'époque romaine, c'était différent. Et dans un pays en situation de colonisation, de peuplement, tel que l'était l'Algérie, oui, on peut... Mais c'est pas pertinent. C'est l'époque, alors ça commence en fait, où il y a la culture, enfin culturellement parlant, Alger représente quelque chose. On le voit dans les films, on le voit dans les textes, on le voit dans les romans. C'est Alger la douce. Quand on entend parler certains, c'était merveilleux. L'Algérie, c'était sublime. Je parlais des films de Gabin avant qu'on commence cette émission. C'est ça, en fait, la représentation de l'Algérie. Alors, il y a deux choses. Il y a, je pense que la vie dans les années 30, ou telle que Camus en parle, par exemple, fin des années 30 ou jusqu'aux années 40, début des années 50, pour cette population de Français d'Algérie, c'est effectivement une vie, comment dirais-je, faite de plein air, faite de mer, il y a quelque chose de sensuel, il y a la cuisine, il y a les odeurs, c'est un pays merveilleux, l'Algérie, c'est un pays sublime. Donc,
dans lequel ces Européens d'Algérie avaient fait leur place, leur labeur. Hein. Je parle plutôt des insuffisances d'un personnel politique, mais pour ce qui est de la grande majorité de ce qu'on appellera plus tard les pieds noirs, ils n'ont pas, la plupart du temps, volé le soleil sous lequel ils se trouvaient. Donc il y a une douceur de vivre. Hein. On disait ça aussi au XVIIIe siècle pour les aristocrates qui avaient connu la douceur de vivre. Mais pour les colons d'Algérie, ils connaissent une forme de douceur de vivre, une intégration aussi à la vie culturelle européenne. Les grands chanteurs ou les acteurs, etc., viennent à Alger. Ça fait partie. Alger est intégré à la vie métropolitaine. C'est un département. Alors, ce sont 3 départements, même, et plusieurs départements. Mais c'est vraiment c'est un territoire, mais qui appartient à la France, mais par les Français d'Algérie qui s'y trouvent. Prenons un petit exemple. Parfois, c'est même pas seulement les Français d'Algérie, j'allais dire c'est les Espagnols d'Algérie. Vous avez encore aujourd'hui à Oran les arènes d'Oran, qui sont un bâtiment construit dans l'entre-deux-guerres, et dans lequel, après la Seconde Guerre mondiale, les grands toreros espagnols viendront, le Cordobés, etc., pour le début de la saison tauromachique. Ce qui prouve quand même une Méditerranée pour partie c'est disparu. C'est ce qu'on dit, la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris, quoi. Donc on passe... alors, c'est une France... Mais alors, comme disait aussi un journaliste qui s'appelait Alexis Danan, c'est en même temps une France pour rire, parce que ces petites villes d'Algérie sont totalement françaises dans une autre géographie. Vous avez bien sûr l'église, la mairie qui ressemble à une mairie des Deux-Sèvres, vous avez le kiosque à musique, vous avez l'opéra, le théâtre-opéra. Toutes les grandes villes algériennes veulent leur théâtre, opéra, à l'italienne, comme Oran, comme Constantine, comme Sétif, etc. Donc on a une vie en Algérie un peu copiée ou décalée par rapport à la France, et puis la France regarde en même temps l'Algérie, comme vous dites, comme un territoire un petit peu beaucoup oriental. Alors là, on est à une époque encore plus ancienne de la colonisation. Dès le début du XXe siècle, on voit se développer les séjours à Alger comme capitale d'hivernage, où on vient passer l'hiver dans des conditions comparables à celles qu'on connaît à Nice ou sur la Riviera italienne. Et on se rend aussi à Biskra, par exemple, dans les oasis du Sud, où on construit à Biskra un casino, un très grand casino, dès 1896. Ah, c'est fou. Donc vous voyez, on a à la fois une Algérie qui est copiée de la France, et puis à la fois une Algérie orientale vers laquelle on se dirige quand on veut aller ailleurs. Alors on est en France, mais on est en Orient. Ouais, je comprends. J'ai eu l'occasion très souvent de discuter avec des anciens pieds noirs qui me racontaient, mais quand ils en parlaient, ils avaient les larmes aux yeux. Ça me touchait beaucoup. Je comprenais pas. J'avais jamais compris comment ça se faisait. Moi, j'adore les Deux-Sèvres, je viens de là-bas. Quand je parle des Deux-Sèvres, j'ai pas les larmes dans les yeux, quoi. C'est bizarre. C'est un autre monde. Moi, je n'ai aucun lien charnel ou mémoriel avec l'Algérie, sinon le fait de m'y être, une première fois, du reste, j'ai parcouru le pays en autostop, quoi, du temps. D'accord, oui, donc vous le connaissez faisait bien. Dans ma génération, comme jeune étudiant, et bon, j'avais pris un bateau, j'ai descendu en autostop jusqu'à Algésiras, pour tout vous dire, puis j'ai pris un bateau Algésiras-Oran, et puis j'ai repris un bateau de Tunis à Marseille. Mais entre Oran et Tunis, j'ai passé plusieurs semaines, là on est en 1971, 72, plusieurs semaines en Algérie. Et là j'ai compris je comprends. J'ai compris par la beauté du pays, même si les pieds noirs n'y étaient plus, même si la communauté européenne avait disparu, il restait tout le décor de sa présence, les anciennes églises, les kiosques à musique dont je parlais. Et là vous mesuriez la qualité de vie que cela pouvait être. C'est pour ça que je ne porte pas de jugement de valeur sur cette communauté européenne. Je m'en garde bien. Et puis, c'est vrai aussi que les relations intercommunautaires étaient relativement pacifiées. On s'échangeait pour
pour telle ou telle fête religieuse algérienne, juive ou européenne, les gâteaux, de la nourriture, et il ne faut pas non plus complètement la mythifier, cette relation, elle était déjà, et puis il existait quand même beaucoup de territoires, de rencontres et de mixité chez les travailleurs, dans les quelques usines qui existaient en Algérie, voire dans les campagnes, et surtout parfois en milieu urbain, avec le choix, bien sûr, d'ignorer la misère la plus noire, celle que remarque Camus dans ses reportages en Kabylie. Donc, à la fois, vous avez une qualité de vie absolument exceptionnelle, à tous les niveaux que ce soit, et je comprends tout à fait qu'on puisse avoir les larmes aux yeux par rapport à une forme de paradis perdu, encore plus enchanté par le souvenir. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.